Alors, en fait, à l'origine, quand j'étais au collège, je voulais faire éducateur pour enfants handicapés. Et puis en troisième, il a fallu prendre une orientation et comme j'ai toujours baigné dans le milieu agricole, mes parents étaient agriculteurs, tout mon entourage était, une bonne partie de l'entourage était agriculteur, ou au moins était rural. Ça me semblait tellement abstrait ce que je voulais faire que, en fait, je me suis un peu orienté par dépit et par peur de l'inconnu vers l'agricole. Voilà. Et je regrette pas. Je regrette pas et en même temps, quand j'ai des difficultés, je me dis qu'il y a peut-être d'autres choses de plus faciles à faire. Mais c'est toujours après que je me suis dit tiens, ça a été une bonne période, telle ou telle période, telle ou telle chose que l'on a fait. C'est toujours après, je l'apprécie pas sur le moment. Ça fait 30 ans cette année. On embauche tous à la même heure le matin, 7h30. Et c'est au moment où on relève la chance à la retraite, soit où on échange au niveau éventuellement de l'organisation du travail ou des soucis ou de quoi que ce soit. Et à partir de là, après, la spécialisation de chacun fait que on part sur ce qu'on a à faire. C'est-à-dire que ma belle-sœur fait la traite, puisque c'est elle qui est chargée de tout ça, de la gestion des troupeaux. Et le frangin fait l'alimentation, parce que c'est lui qui gère ça depuis tout le temps. Et moi, en général, je passe au bureau pour voir les mails, pour organiser éventuellement ce que j'ai à faire dans la journée. Et puis à partir de là, après, tout dépend des saisons, tout dépend. Il y a des journées où du semis, des journées où je fais du traitement, des journées où on va faire le travail du sol. Voilà, ça après, c'est extrêmement varié. Même si c'est répétitif au fil des ans, c'est très très varié. On n'a pas l'impression de faire toujours la même chose. Et pourtant, c'est très très. C'est assez précis au niveau des dates et c'est sur une semaine près, à une semaine près, on fait souvent la même chose. Hormis la météo, mais voilà. Puis après le soir, c'est selon l'organisation de chacun, mais bon, ma belle-sœur est toujours à la traite, et puis le salarié est souvent aux vaches le soir, et nous, on continue à faire ce qu'on avait à faire. Voilà quoi. Puis en général, on s'est débouché pas trop tard, à 19h. Là, je passe une période difficile, quand même. Depuis 2 ans, non seulement avec des problèmes personnels, mais aussi des problèmes professionnels, dans le sens où je pense qu'on vit une crise qu'on n'a jamais vécue dans le passé. On a eu des très très belles périodes où j'ai très très bien gagné ma vie, où le métier était. Alors c'est toujours a posteriori, mais j'ai l'impression que c'était toujours plus facile avant. Une fois que c'est vécu, j'ai l'impression que c'était plus facile que maintenant. Là, il y a tout un tas de complications qui sont en train d'arriver, c'est en train de me décourager. Oui. Et c'est vrai que j'ai besoin de m'accrocher à un projet, à quelque chose qui me dit, même si c'est pas forcément la réalité, que ça peut améliorer les choses. C'est fondé sur rien, mais faut que je trace un projet, quoi. Parce que sinon, là actuellement, sur ce qu'on fait actuellement, ce qu'on vit actuellement, j'ai pas beaucoup d'espoir. Ce qui m'a plu, ce que j'ai créé avec d'autres agriculteurs, c'est le fait de travailler en groupe. Quand je me suis installé avec mon frangin, on était un peu les artisans de la création d'une CUMA, par exemple, déjà. Une CUMA, c'est l'utilisation de matériel en commun. À l'époque, en 87 par exemple, souvent les exploitations se débrouillaient avec leur matériel, du vieux matériel, n'avaient pas toujours ce qu'il fallait, etc. Et la CUMA a permis de s'équiper en groupe de matériel
plus performant. Ça peut être une moissonneuse bête, ça peut être un broyeur de pierre, ça peut être des outils de travail du sol. Et ça a permis de s'ouvrir aux autres, à des voisins, à des gens qui sont peut-être pas loin de chez nous, mais qu'on ne connaissait pas forcément. Ça nous a, économiquement et humainement, ça nous a sauvés. Dans le sens où ça a amélioré énormément notre qualité de vie. Et ça a permis de rendre nos exploitations plus viables et plus compétitives. Et dans un second temps, avec un collègue, j'ai créé un groupement d'achat. C'est-à-dire qu'on est 14 agriculteurs et on se groupe pour acheter des produits phyto, par exemple, des semences, des engrais. Et dans la foulée, on a créé aussi un groupe qui s'appelle un CETA, un centre d'études de techniques agricoles. On paye des ingénieurs privés qui, eux, n'ont aucun intérêt à nous vendre des produits, mais qui ont intérêt à nous fournir les meilleurs conseils qui peuvent apporter les meilleurs résultats, le meilleur compromis entre le coût de production et l'efficacité que nos techniques peuvent apporter, les terrains. Et ça, pour moi, enfin, si je veux en tirer une conclusion depuis 30 ans, c'est notre groupement d'achat, il a été créé en 90, donc il a 27 ans. Et pour moi, c'est ce qui m'a le plus plu. Ce que j'aimais à l'époque, quand j'avais 20 ans, c'est ce que j'aime plus maintenant. Par exemple, avant, j'aimais bien l'élevage, j'aimais bien tout ce qui touchait l'élevage. Et très rapidement, d'abord au niveau de l'exploitation, je suis responsable des cultures, donc je me suis plus spécialisé là-dessus et je m'aperçois que c'est ce qui me plaît beaucoup plus. Et j'ai la chance de travailler avec des gens qui ont bien voulu s'occuper de l'élevage et à qui ça plaît aussi, par la même occasion. Donc, mais l'idée du métier, je suis quand même assez satisfait, hormis les complications administratives ou autres qu'on a, je suis assez satisfait de la vie qu'elle m'a apportée dans le sens où même si je travaille beaucoup, ça me permet de me libérer sur certains moments. Ça m'a permis de, par exemple, construire ma maison ou faire des choses comme ça, qui m'ont sorti un peu de mon métier, qui est pas forcément à la portée d'un salarié qui a des horaires, même s'il travaille moins que moi, il travaille toute l'année. Et s'il doit faire ça pendant ses vacances, c'est pas pareil. Tandis que moi, c'est saisonnier, c'est un peu, j'ai des saisons où j'avais du temps et ça m'a beaucoup apporté aussi. Et ça permet s'accomplir aussi, se dire que ben oui, ça c'est moi qui l'ai fait, et ouais, on en tient une petite fierté quand même. Ce que j'ai pu apporter dans notre travail de groupe en termes de groupement d'achat ou de suivi technique, j'ai le sentiment d'apporter aux autres et que les autres m'apportent, dans le sens quand tu échanges d'expériences, ben, il y a un échange donc, qui fait que on s'apporte et on apporte aux autres. Bon. Et ça m'a permis aussi de découvrir des gens et de créer des vraies affinités. Et c'est vrai que dans un groupe, et ben, sur 14 personnes, il y en a 5 ou 6 où j'ai des vraies affinités, où il y a des gens qui comptent pour moi, quoi. Et je m'aperçois que les générations sont en train de tourner. C'est des gens qui ont 60 ans qui arrivent à la retraite. Puis je me sens un petit peu, ils sont en train d'arrêter. Et puis me dire qu'ils seront pas là dans 2-3 ans, je me sens un peu orphelin avec ça, quoi. Donc, c'est peut-être eux qui m'ont plus apporté, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que j'ai dû leur apporter aussi. Mais c'est la dynamique que ça peut apporter, c'est l'envie, c'est surtout l'envie des autres qui m'apporte. Et donc, cette envie-là, j'essaie de l'apporter aussi, quoi. Et la satisfaction du métier, la fierté du métier, l'utilité du métier, ben, j'en suis convaincu forcément, mais avec les enjeux maintenant écologiques, on a l'impression d'être les coupables de tous les problèmes, quoi. Et là, en ce moment, on le vit mal. On est mal à la fin. Les gens ne supportent plus notre activité, que ce soit le bruit, que ce soit l'odeur, l'encombrement sur les routes, seulement l'encombrement sur les routes.
on a l'impression d'embêter tout le monde, quoi. Alors que... Et puis, il y a leur mise en cause personnelle, dans le sens où on se dit, est-ce que c'est vrai qu'on appauvrit les sols? Est-ce que c'est vrai qu'on détruit l'environnement? Est-ce que c'est vrai qu'on intoxique tout le monde? Bah, c'est vrai qu'entre dit que tu te fais de la légitimité de ton métier, de nourrir tout le monde, et puis si derrière ça on intoxique tout et tout le monde, il y a un questionnement, ouais. Il y a un vrai questionnement. Ouais. Bah, j'essaie de me défendre sur ce que je fais, légitimer ce que je fais, mais en même temps, pose la question, savoir si réellement on a beau légitimer ce qu'on fait, est-ce que réellement on se trompe pas. Donc voilà, on en est là. Et là, on n'a pas de réponse. J'ai peur qu'il y en ait beaucoup. Ouais. Mais j'ai l'impression que ce qu'on a fait, c'est pas si mal. C'est en ce moment depuis 2-3 ans. Là. On subit tout ce qui se passe dans le boulot. On subit les aspects économiques. On a l'impression d'avoir été au bout de ce qu'on pouvait faire. Toujours à faire, mais... Et puis, on subit l'aspect administratif, l'aspect réglementaire. On est constamment en porte-à-faux avec les règlements. Si on gratte un peu, on est hors la loi. Enfin, je pense que mon exploitation, si jamais je respecte la loi à pile poil, je pense qu'elle est plus viable. Je pense. Dans l'état actuel des choses, c'est ça. Et il y a peut-être une part de découragement, mais il y a, il y a une vraie inquiétude là-dessus. Oui. Ouais. Et puis, les constats. Enfin, on enchaîne les contrôles quand même, hein, mine de rien. Je passe pas 2 ans sans avoir un contrôle, quel qu'il soit. Voilà. Quoi. Puis sans respect de ce que j'ai fait, du résultat du contrôle. On s'est fait contrôler au printemps, là, et bah, le contrôleur disait qu'il allait nous faire un compte rendu, et le compte rendu, on l'attend tout le temps. Donc on recevra une sanction sans savoir d'où elle vient, comment elle a été calculée, comment ça. Voilà. S'il y a sanction, il n'y a peut-être pas de sanction. On n'a pas le sentiment d'avoir triché, mais ce qui a été contrôlé est tellement complexe que on n'en sait rien. Et ça c'est profondément... Ouais, c'est décourageant. Donc ça veut dire qu'en même temps, on devient haineux. On est haineux vis-à-vis de l'administration, on est haineux vis-à-vis des gens qui viennent nous contrôler. Il y a une vraie haine qui est en train de se développer. Ils pensent qu'on est coupable de quelque chose, forcément. Même si c'est pas l'état d'esprit, mais enfin, tel que c'est préparé, et tel que les textes sont écrits, on nous présente les sanctions, et après on nous dit qu'il y aura ça à respecter. Bah, t'essaies de t'adapter, quoi, de toute façon. Puis il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Enfin, c'est... Encore... voilà, il faut que je gagne ma vie, il faut que je paye mes emprunts, il faut que on s'adapte, on travaille. Justement, le groupe permet d'avancer un peu, mais... Non, il y a un vrai découragement. Mais je te dis que, à l'instant T, mon métier m'a jamais apporté beaucoup de satisfaction. C'est tout le temps a posteriori. On a dit bon, on a fait ça, c'était un bon choix. On l'a pas fait, ou on l'a fait, ou on l'a réussi, ou on s'est trompé, mais bon, ça n'a pas été si grave que ça. Bon, voilà. Le souci, l'inquiétude par rapport à la légitimité de notre métier, par rapport, on dit bah, le lait c'est bon, hein, pendant une période de la vie ça a été bon, après maintenant c'est pas bon, faut pas prendre des produits laitiers, la viande, faut pas manger de viande parce que ça pollue, parce que ça c'est pas bon pour la santé, etc. Alors après on se dit merde, ben, oui on fait des conneries, bon, voilà. Mais tu t'aperçois depuis 30 ans, tout et son contraire a été affirmé. Enfin, moi je me souviens quand je me suis installé, il fallait pas manger de pain, alors que le pain a été réhabilité. Euh, je m'aperçois, alors par exemple, pour
l'utilisation de produits phytosanitaires. Tous les 5 ans, on est obligé de passer un examen, un peu comme un code, comme le code, c'est-à-dire un bilan de compétences pour savoir si on a le droit de les utiliser. Là-dessus, on peut avoir des jours de formation. Le médecin de la MSA passe, fait un speech pendant une demi-journée et il nous dit mais la profession agricole n'est pas plus malade que les autres professions. Alors que dans les médias, on dit que les agriculteurs sont en train de s'empoisonner avec l'utilisation. Bon, voilà. Puis, en fait, tu t'aperçois autour de toi quand les gens sont malades, ils n'ont pas forcément manipulé des désherbants, ils ont pas... et certains ont eu une vie saine, et puis ils sont malades pour la même occasion. Donc, malgré tout, l'aspect tapage médiatique en ce moment, très très difficile à vivre. Même mes enfants ne disent pas que je suis forcément agriculteur, ça les gêne. Tu as aussi l'aspect, l'image qu'on donne de l'agriculture, qui est un peu passéiste, et alors que j'ai un niveau de vie qui est, à mon avis, qui est aussi enviable qu'un autre métier, mais il y a une honte, hein, mine de rien, qui s'installe. Si c'est quelqu'un d'autre que mes enfants, basta. Tout, c'est s'il a envie. C'est son truc, pourquoi pas. Mes enfants, je suis partagé entre deux choses. Puisque je suis découragé de mon métier, pourquoi je les encouragerais à le faire? C'est pas... Voilà. Et puis en même temps, quand je les vois qui s'intéressent pas du tout à ce que je fais, ça me décourage complètement, quoi. Enfin, ça me décourage pas, mais ça me déçoit un peu, quoi. Voilà. Donc, là encore, c'est comme le reste. Je dis, j'ai toujours du mal à trouver une satisfaction à l'instant T. Donc, mais là, ils ont envie de faire autre chose, qu'ils fassent autre chose. Si dans 5 ans, j'ai un gamin qui veut faire de la police, il revient, je dis, j'en ai marre de ce métier, quoi. Papa, tu vas partir en retraite, je voudrais reprendre la ferme. Ce qui est arrivé dans plein de gens que je connais. Et basta, ok, on y va. Donc, je veux qu'ils s'accomplissent dans leur truc, et puis on verra. Mon rêve, c'est avoir au quotidien le sentiment de bonheur. Ouais. En étant moins inquiet. Ouais. Moi, je trouve que c'est l'inquiétude qui fait le malaise. Quand tu as de la sérénité, tu as toujours une part de bonheur derrière, quoi. Et c'est vrai que... Mais c'est ma nature aussi. Je suis pas sûr d'être de nature sereine, quoi. Donc, ça me gâche un peu le plaisir. Mais malgré tout, il y a quand même un petit sentiment où j'aime ce que je fais. Donc, voilà. C'est la difficulté, peut-être, ou les perspectives qui me rendent malheureux. Mais ouais. Pour moi, le bonheur, c'est la sérénité. Être serein sur l'avenir. C'est le problème des gens qui risquent de perdre leur boulot, ou qui joignent pas les deux bouts et tout ça. Ils peuvent pas se dire qu'ils sont heureux, c'est pas possible. Mais dès que tu joins les deux bouts et puis que il n'y a rien de grosse inquiétude, si tu sens pas le bonheur à l'instant T, au moins quand tu la passes, quand tu passes, t'as toujours un regard, tu te dire oh, t'es pas si malheureux que ça, quoi. Ah, professionnellement, je me sens pas serein. Non, non. Autant plan personnel, plutôt heureux, mais l'aspect professionnel, non, je me sens pas du tout serein. Non. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je suis pas heureux dans mon métier, malgré que j'aime ce que je fais. J'aime bien quand même bosser dans un environnement serein. C'est-à-dire que si les collègues sont sereins, si ils ont un petit peu d'espoir dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils ont envie de faire, dans tout ça, moi ça m'apporte vachement de bonheur. Ça. Et c'est vrai que je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça, où mes collègues étaient plutôt découragés et tout ça, et forcément ça joue sur
mon esprit et mon état d'être. Ça, c'est clair. Mais quand les gens autour de moi sont heureux, sont sereins, je pense que ça me porte aussi. Qu'est-ce qui m'apporterait du bonheur, je ne sais rien. Enfin, c'est avoir des perspectives. J'ai besoin de perspectives, de projets, pousser les choses. Inspirer, je suis pas sûr d'avoir inspiré grand monde. Non, parce que déjà, un exemple tout bête, mes enfants. Si j'avais une vraie passion, peut-être s'ils m'avaient vu heureux dans le quotidien, peut-être que ça les aurait inspirés aussi, eux-mêmes. C'est pas du tout le cas. Puis, si c'est dans mon entourage, je suis pas sûr. D'abord, je suis pas un meneur. Et j'espère plutôt avoir apporté aux gens, mais inspirer. Inspirer, c'est donner l'exemple, et je suis pas sûr. J'espère, oui. J'apporte dans le respect des gens quand même, dans le sens où, au travail par exemple, si j'ai des défauts de compétences, quelqu'un qui travaille avec moi a des défauts de compétences, je le respecte quand même. Et j'échange, voilà, j'essaie de trouver des solutions. Et dans le travail de groupe avec des voisins ou autres, j'apporte mes idées, j'apporte mes envies. Non, si ça peut faire marcher le groupe, moi j'en suis heureux, puis je suppose que les autres en sont pas mal heureux aussi. En tout cas, si j'ai de bonnes relations avec eux, ça veut dire que je suis pas si négatif que ça. Le gars, c'est un collègue avec qui justement on a créé ce groupement d'achat, qui a une quinzaine d'années de plus que moi. Et moi, on a créé ce groupement, j'étais juste installé, lui il avait pas mal d'expérience. Et pour moi, professionnellement, c'est une vraie référence, quoi. Même s'il n'a pas fait forcément quelque chose d'extraordinaire, parce que sa ferme, c'est une ferme moyenne. Mais la rigueur au travail, le faux optimisme, hein, quelque part, il a un faux optimisme, ce gars-là. On le croit négatif, alors que derrière ça, il y a quelque chose qui le mène, qui le pousse, il est constructif, il a envie, voilà. Et il a de la rigueur, beaucoup de rigueur. Et ce gars-là, professionnellement, il m'a énormément apporté, plus que mon père. Plus que mon père. Et c'est vrai que là, il est groupe, et c'est vrai que ça fait un petit manque, quoi. Oui, ce gars-là, oui. Ça reste professionnel, c'est pas personnel. Personnellement, je sais pas si quelqu'un m'a apporté. Je m'inspire plutôt de plusieurs personnes. Ça, je me le demande souvent. Je sais pas. Aucune idée. J'ai envie plein de métiers, mais j'aurais pas envie de le faire. Je suis pas sûr d'avoir les compétences. Et puis à 50 ans, là, maintenant, j'ai même pas envie de me poser la question. Alors, j'ai l'impression d'être complètement dedans, mais c'est du côté personnel, c'est pas du côté professionnel. Oui. Là, j'ai vraiment l'impression de débuter une nouvelle vie. J'ai une vie de 20 ans de mariage, et puis 25 ans avec la même personne, et puis maintenant, autre chose qui démarre, un autre environnement, même si c'est dans ma maison, c'est d'autres amis, d'autres fréquentations, une autre vision culturelle. Bon, c'est pas forcément la vie que, pour moi, au départ, que je envisageais, mais je trouve que c'est bon à prendre. Je sais pas. Se mener à bien, s'adapter à ce qu'on peut faire, puis que l'exploitation soit toujours économiquement viable, point. Mais plein de choses m'embêtent dans mon métier, parce que c'est devenu spéculatif, c'est la commercialisation des céréales, les achats des produits, tout ça, tout est spéculatif, tout est manipulé. Donc tu sais jamais si tu as bien fait, et ça c'est usant, et ça prend de plus en plus de temps.
Et ça, c'est toujours ce que je vis mal, quoi. En tout cas, je suis plus heureux personnellement que professionnellement. C'est ma passion, mais dans la discussion qu'on a, j'essaie de légitimer ce que j'ai fait. Et sachant qu'on met en doute plein de choses que je fais, que j'ai fait, et que j'ai fait depuis des années, donc c'est quand même pas facile à vivre quand même. Et après, comme je sais pas quoi faire d'autre, comme j'ai pas d'autres idées, ben ça me fait avancer quand même, parce que mine de rien, il faut quand même avancer. Donc voilà, j'ai quand même une passion, oui, j'ai une passion. Même si c'est compliqué, j'ai une passion, et c'est ce qui fait tenir de toute façon la passion. Mais je te dis qu'il y a tellement de choses qui viennent m'emmerder dans ma passion que des fois, c'est décourageant, quoi. C'est ça. La passion pour moi, c'est quelque chose autre que le métier. La passion pour moi, c'est quelque chose que tu as envie d'accomplir quand tu te retrouves sans boulot, quand tu n'as plus ton boulot. Il y a forcément une part de passion, quoi. Forcément. Et c'est peut-être quelque chose que je réalise pas trop, parce que je me dis, tiens, finalement, j'ai pas eu le choix de le faire parce que j'avais peur de faire autre chose, mais peut-être que au fond, que si tu grattes un peu, c'est que ça me passionne, et puis c'est tout. Point. Même si c'est plein de difficultés, ça me passionne, oui. Mais c'est professionnel. Donc pour moi, la passion, c'est quelque chose où tu n'es pas obligé de le faire. Mais tu le fais par goût. Et le métier, ben, je le fais parce que j'ai pas le choix. Et puis ben, j'ai peut-être la chance que que j'aime ça aussi. Par exemple, j'y pense un peu quand le jour où j'arrête mon boulot, où je suis en retraite. Tiens, je me dis, il n'y a plus rien qui me fait vivre, quoi. Qui me fait vibrer. Pour moi, la passion, c'est ça. C'est quelque chose que tu as envie d'accomplir. Si tu n'as pas le temps de l'accomplir pendant ton activité professionnelle, tu te lances à corps perdu dedans quand tu es en retraite et quand tu es valide, quand tu as du fric. Parce que j'ai pas cette impression-là, quoi, pour le moment. Mon père, moi, j'avais l'impression qu'il n'avait pas de passion. Et puis, du jour où il était en retraite, autant il était esclave de son boulot pendant toutes ces années, c'est pendant 40 ans, mais là maintenant, il s'est accompli dans plein de choses, quoi. Plein de choses. Moi, je le vois comme un autre homme, quoi. Ouais. Alors que je pensais qu'il a son boulot. Ouais. J'espère que ce sera pareil pour vous. Mais ça m'embête parce que depuis le début, j'en parle pas facilement avec le côté positif de mon boulot. Et je te dis encore, à l'instant T, j'arrive pas à être heureux de mon boulot. J'en suis heureux que quand je fais un bilan de certaines choses. C'est ça. Donc, le gamin, je peux défendre ce que je fais. S'il a 5 ans, forcément, je vais être positif. Mais s'il a 17, 18 ans, je suis pas sûr d'être positif. Et puis ça dépend. Qu'est-ce qu'il veut faire, ça dépend. Donc quel intérêt j'ai à discuter avec lui. J'essaierai quand même de lui donner un aspect reluisant de mon métier, quoi. Je produis de l'alimentation, je nourris certainement. Peut-être que sur ma ferme, tu fais le bilan, peut-être qu'il y a 2000, 3000, peut-être 10 000 personnes qui vivent de ce que j'ai produit sur ma ferme. J'en sais rien, j'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que quand tu fais le bilan du nombre de personnes qui vivent de près ou de loin de l'agriculture, je crois que c'est une trentaine d'emplois qui sont rattachés à chaque unité de main-d'œuvre agricole. C'est-à-dire que si tu as un agriculteur, tu as 60 emplois qui sont liés autour. Tu as le mécanicien qui fabrique la boîte à vitesse du tracteur, tu as celui qui je sais pas moi, qui produit les engrais, tu as celui qui répare les moissonneuses-batteuses, tu as plein d'emplois. C'est-à-dire que nous, on est 3, ça fait 3 fois 30 emplois. Tu fais ce bilan-là, tu te dis merde, je suis quand même une cheville ouvrière de mon métier, quoi, de la société. Enfin, je compte. Et en même temps, de mes hectares, de ce que je produis, de ce que j'ai récolté au mois de juillet, même s'il y a une part que les vaches vont manger, de toute façon, ces vaches, elles seront mangées par quelqu'un d'autre.
J'ai fait du blé dur, donc ça veut dire que mes 100 tonnes de blé dur, elles vont être mangées. Ça part pas dans des animaux, c'est des gens qui vont le manger. Voilà. C'est-à-dire que dans tout le bassin méditerranéen, il y a des gens qui vont manger mon blé. C'est quand même formidable. C'est pas rien. Hein? C'est pas rien. Mes colzas, ils vont pas partir en huile, ça va faire des bouteilles d'huile. Il y a des gens qui vont faire des frites avec mes colzas, quoi. Quand ils pensent, alors est-ce que c'est 5 000, est-ce que c'est 10 000, est-ce que c'est 20 000, est-ce que c'est 200 000 personnes, c'est assez, ça donne le vertige, quoi. Et c'est le côté positif de mon boulot. Et ça, c'est assez, oui, c'est gratifiant. Ouais. Le problème, c'est que, encore une fois, bon, en face de ça, il y a plein de gens d'idéologie qui le remettent en cause, quoi. Ouais. Je trouve que pour un enfant, entendre ça, dire que c'est chaud, quoi. Non? C'est positif, non? Combien de gens mangent de beurre grâce à moi, de fromage, enfin, moi ça part tout en beurre, mais enfin, t'imagines les plaquettes de beurre que ça représente, et le tas de ménages le matin qui prennent leur petit déjeuner avec mon beurre, mon lait. Ouais, c'est ça. C'est assez chaud, quoi. Ça, c'est chouette, oui. Mais ouais, il est fantastique, quand même, ce métier, pour ça. C'est ce que tu peux défendre auprès d'un jeune, oui.